Aujourd'hui, on va faire un react à Thomas Lepelletier, qui est allé sur CNews, et il a débattu de la chasse avec des chasseurs, du coup. Thomas Lepelletier, ça va être intéressant de l'écouter, parce que pour les gens qui suivent ma chaîne YouTube, j'avais fait un react avec lui, justement, en sa présence, où il était passé justement sur CNews pour défendre son livre sur la souffrance des animaux sauvages. Et du coup, là, il a été réinvité chez CNews, ce qui est plutôt une bonne chose, hein, parce que Lepelletier, en général, il est bon, il est éloquent, etc. Il connaît bien son sujet, donc... Pour beaucoup de Français, la chasse est inutile et cruelle, voire dangereuse. Elle ne présente aucun intérêt, elle est indéfendable, on devrait l'interdire. Eh bien, Humbert Rambaud et Vincent Piednoir ont choisi de la défendre. Vous êtes respectivement rédacteur en chef et rédacteur en chef adjoint de Jour de chasse, un magazine trimestriel de prestige sur la chasse et son art de vivre, et vous publiez L'ouverture de la chasse, un livre de 300 pages qui veut convaincre ceux d'entre nous qui ne sont pas chasseurs et qui ne le deviendront pas probablement jamais, que la chasse ne se résume pas à tuer des animaux, qu'il y a autre chose, une philosophie, une culture, bref, une richesse insoupçonnée que l'on pourrait bien perdre si un jour on l'interdisait. Face à vous, il y a Thomas Lepelletier, historien et philosophe des sciences, à qui l'on doit la révolution antispéciste qui vient d'être rééditée, et Faut-il sauver l'ours blanc, dont on a débattu dans cette émission à sa sortie, et Bertrand Alliot, ingénieur en gestion de l'environnement. Depuis plus de 30 ans, vous travaillez dans des associations de protection de la nature. Aujourd'hui, vous êtes porte-parole d'Action Écologie et vous êtes l'auteur d'une histoire naturelle de l'homme. Il y a également Jérôme Fourquet qui s'intéresse à la chasse, mais en tant que sondeur, en tant que politologue, on le verra. Alors, ma première question que se posent tous ceux qui voudraient interdire la chasse, c'est pourquoi chasse-t-on ? Pas pour se nourrir, ça c'était avant l'invention de l'agriculture et de l'élevage, c'était au néolithique. La chasse n'a plus aujourd'hui aucune fonction indispensable, ni sur le plan écologique, ni sur le plan sanitaire. Attends, il pose une question ou il est en train de balancer des affirmations là? Parce que j'ai l'impression qu'il est en train de tuer le débat avant même qu'il ait lieu. Alors, la chasse n'a plus aucun intérêt, on chasse pas pour se nourrir, ça sert à rien. C'est quoi ce début de débat? Vous connaissez vous-même dans ce livre, alors pourquoi chasse-t-on ? Alors, je dirais simplement qu'aujourd'hui, on chasse. Alors quoi, il va nous faire une Willy Schrein, le gars là? Il va nous dire... Qu'est-ce qu'il avait dit déjà, Willy Schrein? Pour chasser. Ce que disait le philosophe Ortega, qui a sorti un texte magnifique. Ni sur le plan... Ah oui, on s'en fout de réguler, ou je m'en fous de réguler, ouais, c'était ça qu'il avait sorti. Épique. Clems, tout est dit depuis le début, ouais, grave. Bah apparemment, le mec l'a déjà reconnu lui-même dans son propre livre, donc il ne fait que rappeler ça, mais c'est vrai que commencer le débat comme ça dit déjà les termes, qu'on va dire. Hein. Écologique, ni sur le plan sanitaire, vous le reconnaissez vous-même dans ce livre, alors pourquoi chasse-t-on ? Alors, je dirais simplement qu'aujourd'hui, on chasse pour chasser. Ce que disait le philosophe Ortega. On chasse pour chasser, ok. C'est censé être un argument ça, parce que j'ai l'impression, j'ai envie de dire, tu peux dire ça pour n'importe quoi. Hein. On tue pour tuer, on maltraite pour maltraiter. Genre, j'espère qu'il va y avoir un argument en plus quand même, parce que là, pour l'instant, ça va me paraître très léger. Ortega, qui a sorti un texte magnifique, lui qui n'était pas chasseur en... Ortega y Gasset. Ortega y Gasset en 1942, on ne chasse pas pour tuer, on tue parfois pour avoir chassé. Et je pense que c'est l'essentiel de la chasse. Alors, là, c'est le pire début de débat possible. On est sur quelqu'un qui commence à faire du name dropping. Tel philosophe a dit telle chose sur la chasse. Ça me rappelle les gens qui vont défendre la corrida et qui vont dire tel artiste ou tel philosophe ou tel écrivain a parlé de la corrida en ces termes, et souvent c'est un truc un peu poétique qui relativise la mort du taureau, qui dit que c'est artistique, qui dit que c'est quelque chose de sacré. On est un peu dans un délire là. J'espère que ça va être un peu plus travaillé que ça sur le plan argumentatif. Il y a des moments dans la chasse où on ne voit rien, on ne tire rien, et pourtant c'est toujours et encore de la chasse. La chasse suppose la quête, l'effort, la persévérance, la patience et une grande humilité. Ok, mais ça c'est pas... On attend l'argument en fait qui justifie de tuer les aliments en fait. C'est ça qu'on veut. Pour nous, c'est l'un des derniers contacts intime avec la nature. Vincent Piednoir ? Oui, moi, je développerai les mêmes idées, évidemment, qu'Humbert. Ok, on est sur un argumentaire qui ressemble beaucoup à l'argumentaire en faveur de la corrida, pour l'instant. Effectivement, le chasseur, en fait, c'est peut-être le dernier homme à avoir un rapport. Il n'y a pas des études qui montrent que les animaux abattus par balle sont pleins de plomb et que genre ça affecte le QI des enfants qui mangent du gibier. Il y a des études là-dessus, si, il y en a. On en a parlé justement au dernier stream. L'ANSES, du coup, conseille de ne pas dépasser un certain taux de consommation de viande de gibier, justement, en raison de cette contamination en métaux. Mais alors, je sais pas exactement quels sont les chiffres, il faudrait aller revérifier.
rapport à la nature qui respecte les lois de la nature elle-même. Et dans ces lois, il y a Les lois de la nature, c'est quoi? Que sont les lois de la nature? Genre, si on parle de loi de la physique, par exemple, je comprends, mais si on parle de loi de la nature, je sais pas de quoi on parle. une qui est centrale, Charabia. c'est celle du rapport proie-prédateur. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est central, qu'on a tendance Je sais pas en quoi c'est une loi. Qu'est-ce que ça veut dire que le rapport loi prédateur-proie est une loi, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? à oublier aujourd'hui parce qu'on reconsidère le rapport à l'animal. Alors, un des derniers contacts avec la nature, je rappelle en fait que tu peux aller dans une forêt sans buter des animaux. Je vous jure que c'est vrai, hein, j'ai déjà fait. Il m'est déjà arrivé d'aller dans une forêt sans fusil, sans arc, sans aucune arme. Donc apparemment c'est possible, apparemment c'est possible. On le réinvente. Donc j'invite ces deux personnes à l'essayer. Hein. Je vous invite tous les deux là, les gens, allez dans une forêt. Au pire, prenez un appareil photo, prenez des photos. Voilà, ça, vous allez passer un super moment dans la nature. Vous allez buter personne. Et vous verrez que vous aurez un contact magnifique. D'une certaine façon, le fantasme aussi parfois, et on fait du rapport à l'animal quelque chose, oui, de plutôt fantasmé. C'est-à-dire que au lieu de penser le rapport proie-prédateur, on va commencer par penser le rapport. J'aimerais aussi d'ailleurs qu'on m'explique quel est le rapport entre proie-prédateur et la chasse. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que ce mec-là est en train de te dire « Je suis un prédateur comme les lions. Oui, je suis comme les lions. Je prédate dans la nature. » What the fuck? Dominé-dominant, bourreau-victime, toute catégorie de forme morale, on va dire. S'il y a une loi de la nature, c'est la loi de l'évolution. Ouais, je sais pas si dans le monde de la science, on appelle ça loi de l'évolution. Si c'est le cas et que c'est consensuel, je veux bien dire qu'on peut appeler ça loi de l'évolution du coup. Mais en tout cas, loi de la nature en général, c'est un peu bizarre de parler de loi. En fait, mon problème avec la loi, c'est que je sais pas si on parle vraiment d'un truc purement descriptif ou s'il y a aussi une portée prescriptive. En gros, dire telle loi de la nature fait que il faut que les choses soient ainsi. Tu vois ce que je veux dire? En fait, moi, c'est ça qui me dérange, c'est le côté prescriptif d'un terme comme celui-ci. Qui n'existe absolument pas dans ce qu'on peut percevoir de la nature empiriquement. Et donc la chasse, c'est, pour nous en tout cas, le chasseur est la dernière figure de l'être humain à s'insérer dans la nature en respectant les lois. Après, on a des codes qu'on suit parce qu'évidemment, nous ne sommes pas des animaux, pas seulement des animaux. Voilà. Thomas Lepelletier. C'est bizarre, on dirait qu'il a contrôlé son propre argumentaire. Il a commencé son argumentaire en disant il y a des lois. L'une de ces lois de la nature, c'est la prédation. Ce qu'il justifie, lui, en fait, d'aller tuer des animaux en mode je suis un prédateur, je me conforme à cette loi de la prédation. Et à la fin, il dit mais les êtres humains peuvent agir différemment parce qu'ils ont un code, je sais pas quoi, je pense qu'il veut dire on est des agents moraux. Ok, mais du coup, ça contredit tes arguments précédents, du coup. On peut s'extraire de ces pseudo-lois de la nature parce qu'on peut agir selon un code, nous sommes des agents moraux, etc. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je dirais pas grand-chose, si je peux me permettre, avec tout le respect que j'ai. Je peux vous dire que Thomas fait un effort pour être poli et courtois là, c'est en mode... Dans sa tête, il doit se dire « Oh my god, ils me sortent les pires arguments. Loi de la nature, je suis un prédateur. » Du coup, je pense que là, en vrai, Thomas Lepelletier dans sa tête, il est en mode énorme facepalm. Comment je vais réussir à les débunker tout en restant tout en ayant l'air le moins vénère possible, quoi. Pour les autres intervenants. Donc, comme ils l'ont bien fait comprendre, la raison de la chasse actuellement, c'est la passion de la chasse. On chasse pour chasser, on chasse parce qu'on aime bien chasser. Donc, ce sont vraiment une question de sentiment. Hein, c'est le plaisir de chasser, et je veux bien croire, hein, moi je ne suis pas chasseur, je veux bien croire qu'on trouve du plaisir dans la chasse, mais on peut trouver du plaisir dans beaucoup de choses. Je pense qu'à partir du moment où on reconnaît qu'une activité suscite du plaisir, la question est de se poser, oui d'accord, mais derrière le plaisir, est-ce qu'il n'y a pas d'autres justifications? Et c'est là que je pense qu'il y a un gros problème avec le livre dont on parle ce soir, parce qu'effectivement ils vont dans ce livre nous... En plus, Thomas Lepelletier, c'est pas vraiment la meilleure personne avec qui partir sur l'argument de la prédation, en plus. Hein. C'est un peu comme moi par rapport à ça, mais bref. Parler beaucoup de la culture, de à quel point la chasse est imprégnée d'art, de littérature, de culture, de savoir-faire et de savoir-vivre. Je suis tout à fait d'accord, il ne faut pas oublier cette idée-là, et je remercie nos deux intervenants de ne pas caricaturer eux-mêmes, de faire une belle défense de la chasse. Les chasseurs ne sont pas, comme on dit vulgairement, des ploucs. Ils sont imprégnés de culture, et ça c'est très bien. Mais derrière, après, la seule justification qu'il y a, c'est le plaisir de chasser. Or, moi, dans une perspective antispéciste,
ça serait de trouver un peu des justifications qui ne relèvent pas du plaisir uniquement, des justifications rationnelles et des justifications qui soient en accord avec notre société. Dans notre société, nous ne voulons plus de violence arbitraire. Nous voulons que, quelque part, la violence, quand elle est nécessaire, bien sûr qu'on l'exerce, mais nous voulons plus que, quelque part, le plaisir des uns dicte la conduite. Et donc, on cherche des justifications. Et comme ils le disent très bien, il n'y a plus de justification à la chasse. Donc, s'il n'y a plus de justification d'ordre rationnel, pourquoi continuer la chasse ? Bertrand Alliot ? Le plaisir est une justification. Moi, j'aurais même bien aimé aller un tout petit peu plus loin que simplement parler du plaisir de la chasse, mais vraiment mettre au cœur de la question du débat là, celle de la valeur morale en fait des animaux, et de demander vraiment l'argument qui justifie qu'on exécute des animaux volontairement pour le plaisir, pas juste le plaisir de la chasse, mais vraiment celui de tuer. Comment est-ce qu'on justifie la mise à mort moralement d'un individu sentient comme ça, qui plus est dans un cadre dont on a déjà établi qu'il n'était pas nécessaire? Voilà. Un peu comme la question de l'animal qui est tué à l'abattoir. Comment justifie-t-on la mise à mort de cet animal-là d'un point de vue moral, sachant qu'on sait et qu'on a déjà admis ici entre nous que ce n'est pas une nécessité de les mettre à mort? Oui, mais si vous y allez, justement, vous savez très bien que le plaisir, si on justifie, il y a beaucoup d'activités qui pourraient se justifier par le plaisir, et je pense qu'elles ne seraient pas recommandables et que la société devrait les interdire. Par exemple, conduire une voiture très très vite, Par exemple. sans vouloir leur donner Il a été sympa, hein. Il y avait des analogies bien plus percutantes à donner que celle de vouloir simplement conduire en voiture. Mais pourquoi pas? des arguments. Bertrand Alliot. Oui, écoutez, alors avec mon association Action Écologie, on n'est ni pour ni contre la chasse. Finalement, on sait qu'elle existe. Il y a des gens qui sont passionnés Ni pour ni contre, bien au contraire. de la chasse et ils le montrent bien dans leur livre, très bien écrit par ailleurs. Et donc, on ne voit pas pourquoi on irait contre une activité. Du coup, juste pour être clair, il y a 3 personnes pro-chasse et une seule personne anti-chasse. Ça m'a pas l'air très équilibré comme débat. Finalement, il y a des gens qui aiment mettre des ballons dans des paniers. Eh bien, les chasseurs aiment bien chasser et tuer des animaux. Mais Alors, pardonnez-moi encore une fois, mais cette analogie ne me paraît pas très très pertinente, hein. Entre faire du basket et littéralement fusiller des individus sentients, je pense que ça n'a pas la même portée éthique. aussi avec tout ce que ça implique derrière. Et en plus, les chasseurs sont quand même des acteurs de terrain qui vont protéger la nature, puisque dans la mesure où ils volent des espaces giboyeux, eh bien, ils vont faire en sorte que la nature se porte bien, comme les associations de protection de la nature d'ailleurs. Et c'est pour ça. Ok, mais ça, c'est pas de ça qu'on parle en fait. C'est pour ça c'est pour ça que dans un débat sur la chasse, en fait, il faut juste garder au centre du débat la question de l'animal qui est tué et potentiellement traqué aussi, évidemment. Parce que évidemment qu'une personne anti-chasse, ce qu'elle dénonce, c'est pas le fait que des personnes genre protègent la nature, peu importe ce que ça veut dire et peu importe ce que ça représente en pratique. Moi, je suis pas contre le fait qu'on protège, je sais pas, des espaces naturels, je sais pas, des forêts, des lacs, des étangs, des marais, etc. La question qu'on pose, c'est celle de l'exploitation, réflexe. Celle de la mise à mort et de la traque d'un individu sentient. C'est ça qu'on remet en cause, en fait. Donc, parler de les chasseurs protègent la nature, peu importe ce que ça veut dire, pour l'instant, j'ai pas de problème avec ça en soi. Moi, ce qui me pose problème, c'est quand on va commencer à dire on tue les animaux pour le plaisir. Ça que malgré leurs différents Ou pour d'autres raisons, hein, que ça peut être la régulation, etc., la protection encore une fois, d'espaces agricoles, on en a parlé au dernier stream. et leurs combats, je dirais, on les retrouve souvent sur le terrain et ils travaillent souvent ensemble. Il faut savoir que les associations de protection de la nature, sur le terrain, travaillent très souvent avec les fédérations de chasse pour les espaces naturels. Jérôme Fourquet, qu'est-ce qui vous intéresse vous, dans ce débat-là, qui est un débat qui revient régulièrement? Alors, on parlait de la France d'après tout à l'heure. Donc là, il y a une survivance de cette France d'avant. Dans le monde de la chasse, c'est à peu près 1 million de chasseurs en France aujourd'hui, des effectifs qui ont diminué. En tant que géographe, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'essayer de regarder où sont situés ces chasseurs et savoir si derrière tout ça, il y a aussi des expressions électorales. Alors, on aura peut-être aux prochaines élections européennes un revival, comme on dit en bon français, de la liste CPNT, chasse, pêche, nature et tradition, qui, à une certaine époque, aux européennes de 1999, avait fait quasiment 7% des voix, 1 200 000 suffrages. Et donc, regarder ce vote-là et la survivance de ce vote-là, ça nous permet aussi de montrer comment, ou d'identifier les zones où ce qu'on peut appeler une vieille couche culturelle agro-pastorale continue de survivre et d'exister. Et puis, en parallèle, toujours en utilisant l'élection des européennes,
On a vu arriver sur le marché électoral la dernière fois un parti animaliste avec une affiche où il y avait un chat et un chien. Donc on n'était pas sur un discours très anti-chasse, c'était plutôt l'animal de compagnie, qui a fait 400 000 suffrages, 2,4% des voix, le score du Parti communiste. Et donc ça nous intéresse aussi, nous, en tant qu'analystes, observateurs, parce que ça permet de documenter la montée en puissance d'une nouvelle vision anthropologique où on est en rupture avec la vieille matrice judéo-chrétienne ou qui était très anthropocentrée, c'est-à-dire que l'homme était au sommet de tout et la nature avait été forgée par le Créateur pour être à son service, l'animal en faisant partie. Vous voyez tous les débats juridiques et philosophiques qu'on a aujourd'hui sur l'animal aujourd'hui qui est devenu un être doté de sensibilité, alors qu'avant c'était un bien meuble, et donc on voit comment les choses Un de ces quatre, le terme sentience ira remplacer le terme sensibilité dans le code pénal. sont en train C'est juste une question de temps. Alors après, est-ce que c'est une question d'années, de décennies, je sais pas encore. Hein. de bouger. Et nous, ça nous intéresse aussi sociologiquement, notamment dans l'étude des jeunes générations, de voir comment le rapport à l'animal se modifie dans une société qui est... Ceci étant dit, je me demande... Après, il y a quand même une distinction à faire du coup entre ce qu'il peut y avoir il peut y avoir des animaux qui ne sont pas sentients, et après sensibilité, est-ce que sensibilité dans le code pénal, c'est vraiment synonyme de sentience ou pas d'ailleurs? Je me pose la question, je suis pas sûr. Maintenant que j'y pense, je me suis jamais posé cette question auparavant, mais est-ce que sensibilité, doué de sensibilité, est exactement synonyme de sentience dans le code pénal? Faudrait demander à une personne spécialiste en droit animal, je pense. Je suis pas sûr de ça. Est-ce qu'on peut potentiellement avoir des animaux qui seraient pas sentients, qui seraient peut-être quand même doués de sensibilité, selon comment on définit sensibilité, bref. Mais ouais. De plus en plus urbaine, où si on habite en ville, on n'a jamais croisé un chasseur, on sait pas ce que c'est qu'un abattoir. Et donc le rapport à l'animal, en quelques décennies, a beaucoup changé et qu'il est un marqueur des transformations sociétales. Juste, je précise, il est doté de sensibilité, mais c'est toujours un bien meuble. Hein. Et pourquoi c'est un bien meuble? Parce que sinon, on ne pourrait pas en être propriétaire. Et donc, il est condamné à rester un bien meuble tant qu'on pourra en être propriétaire. Et le jour où on n'en sera plus propriétaire, il risque de plus y avoir beaucoup d'animaux. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans votre livre, c'est quand vous parlez de la sublimation de l'instinct. Vous l'avez dit, l'homme... Ça, c'est une distinction en fait qu'il faudrait faire sur la propriété, être propriétaire d'un individu sentient, que ça implique forcément d'être considéré comme un bien meuble dans le droit pénal. Ça aussi, c'est quand même vachement bizarre et ça doit changer. Hein. Ça doit changer. Reste un prédateur face à une proie, donc il y a une sublimation de l'instinct. Et vous dites que c'est la même chose que la sexualité, qui est la sublimation de notre instinct reproductif. Tirob, si la mort de l'animal est une finalité d'une action de chasse, si par finalité tu veux dire que c'est une condition nécessaire, ou en tout cas que la volonté de tuer un animal soit une condition nécessaire de l'acte de chasse, alors ça implique clairement que la chasse doit être abolie en tant que pratique. Producteur. Pour des questions, encore une fois, morales. On fait pas un enfant à chaque fois qu'on fait l'amour, il y a aussi du plaisir. Voilà. Mais c'est une sublimation de l'instinct dans les deux cas. C'est une analogie. Hein, oui. Une analogie pour faire comprendre comment ça... Pardon. Mais non, je vous en prie, c'était ça. Mais voilà, et ça, c'est une bonne illustration de ce que vous appelez à la fois la... C'est étrange parce qu'on dit qu'on adopte un animal, mais qu'on en est propriétaire. Ouais, ça, après, c'est des spécificités de droit. Je suis pas du tout spécialiste en droit, donc il faudrait demander à quelqu'un qui est expert dans ce domaine-là parce que toutes ces notions-là ont des notions très précises dans le droit et du coup il y a peut-être des raisons, des justifications plus ou moins pertinentes pour ça. Des choses qui n'ont pas évolué aussi, des fois le droit met énormément de temps à évoluer, pas encore une fois par rapport à l'évolution des mœurs, des sociétés, donc à voir avec quelqu'un qui est spécialiste de ça encore une fois. La passion, le plaisir de la chasse. Et la gratuité aussi, qui est celle de l'acte de chasse, gratuité au sens où on a un intérêt, on a évidemment un intérêt, mais c'est quelque chose qui se fait exactement comme le sentiment amoureux quand il s'exprime physiquement, on va dire ça comme ça. Il y a quelque chose... Oh là 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 là, très 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 mauvaise analogie, alors là c'est red flag direct. En plus, je rappelle que énormément de féminicides en France sont commis avec des armes de chasse. Je sais plus exactement quel est le nombre, mais beaucoup de féminicides en France sont commis avec des armes de chasse. Alors, ceci étant dit, il se pourrait très bien que ces gens-là n'aient pas une arme de chasse sous la main et qu'ils commettent quand même, malgré tout, un meurtre, évidemment. L'arme de chasse n'est pas la cause, bien sûr, de ces féminicides. Mais en tout cas, elle en est régulièrement un outil. Et à part ça, l'analogie est quand même... Là, faut y aller, quoi. Faut quand même s'accrocher. Alors, on est sur CNews, donc peut-être que les gens ne sont pas forcément trop habitués à réfléchir. Quand il fait cette comparaison-là par rapport à l'acte de tuer un animal, c'est très 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 bizarre. Hein.
quelque chose de gratuit et effectivement c'est une analogie qui a pu surprendre un peu par moment, Non, personne n'est surpris, t'inquiète. Personne n'est surpris, ma gueule. mais elle est à notre avis justifiée de la même façon qu'on peut comprendre la chasse aussi parce qu'on nous pose la question pourquoi est-ce qu'on continue encore à chasser, etc. Aujourd'hui, parfois on a envie de répondre sous la même. J'aurais bien aimé voir la tête de Thomas Lepelletier à ce moment précis, quoi. Il a dû faire un facepalm, vraiment le mime, la main qui passe à travers le crâne, quoi. Influence avec la même impulsion qui préside à l'exécution d'une œuvre d'art, à la peinture en particulier. What? Cette personne me fait peur, hein. Cette personne me fait flipper, là. La chasse reproduit ce qui se passe dans la nature. Point. À partir de... Ok, donc on fait un appel à la nature. Donc on est en train de dire, l'être humain, en chassant, reproduit un acte naturel, c'est-à-dire un acte qui a lieu naturellement, et donc cet acte est moralement justifié. Il me semble qu'on pourrait justifier beaucoup de choses avec ça. Alors évidemment, encore une fois, les gens qui entendent ce que je suis en train de dire forcément et qui me connaissent, c'est un peu dépensif, hein. On a l'habitude d'entendre ça constamment quand on est végan, anticipé, etc. De dire c'est naturel, donc c'est moralement justifiable. C'est la routine, mais c'est toujours un peu une dinguerie d'entendre ça comme ça. Est-ce que cette personne n'est pas en train de se dire à un moment donné, certes les animaux se tuent entre eux, mais ils font aussi d'autres choses entre eux, donc c'est peut-être pas une bonne idée de justifier moralement nos actions en vertu du fait que certains animaux commettent ces mêmes actions. De là, on peut ne pas le faire. Nous, c'est une invitation à comprendre ce que c'est que la chasse, mais on ne veut demande à personne de venir chasser. Enfin, de devenir chasseur. C'est une invitation toujours. Et Je me demande si je pourrais inviter une de ces personnes-là à débattre de chasse sur YouTube. Je vais peut-être essayer de choper les noms et de voir si je peux avoir un débat avec eux. On peut avec l'un d'eux. fonctionner que par analogie pour expliquer ce qui nous porte à chasser. Et tes raisonnements par analogie, mon pote, pour l'instant, je suis pas sûr que ça serve vraiment ta cause. Mais continue, hein. Continue tes analogies claquées au sol. Moi, ça me va très bien, mais... Et l'analogie avec la sexualité humaine, on va dire, et l'analogie avec la peinture, les beaux-arts, etc. Mais, pardon d'insister, mais est-ce que l'éthique, parce que vous parlez beaucoup de l'éthique, il y a une éthique dans la chasse, mais est-ce que l'éthique est compatible avec l'instinct du prédateur, justement ? Complètement. Oui, il y a la loi et il y a l'esprit de la loi. Et on peut parfaitement respecter la loi tout en ayant la possibilité de faire un massacre. Par exemple, je donne un exemple. Vous êtes un soir à ce qu'on appelle la passée au ramier. Ça, c'est trivial. C'est déjà le cas, en fait. Les abattoirs, c'est un massacre. Les abattoirs sont le plus grand massacre d'individus sentients organisé à échelle planétaire depuis toute l'histoire de l'humanité. Et c'est légal. Voilà, donc affaire réglée. Pigeon ramier, vous en avez tué 4, puis il y en a qui arrivent encore plus. Rien ne vous en interdit d'en tuer 20, si vous êtes un bon tireur. Pareil pour les animaux d'élevage. C'est 3 millions d'animaux tués chaque jour en France. C'est 70 milliards d'animaux terrestres tués chaque année dans le monde. C'est près de 1,5 mille milliards d'individus sentients aquatiques tués chaque année dans le monde. Et c'est absolument légal. Et si on avait plus, ce serait légal aussi de le faire. Les nombres peuvent augmenter sans aucun souci du point de vue légal. Mais à un moment, vous dites stop. Et c'est ça l'éthique. On dit stop, on arrête. C'est pas la peine. Tout le monde ne fait pas ça. Enfin, je me souviens d'images du temps où il y avait encore des photos des chasses présidentielles. Maintenant, on s'abstient de mettre des photos. On voyait comme ça du gibier étalé. On savait que, grosso modo, c'était un peloton d'exécution qui avait massacré autant de bêtes que les rabatteurs leur en avaient envoyé. Il n'y avait pas d'éthique, là. Alors, je parle d'une époque qui est révolue, bien entendu. Je suis sûr qu'aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. Si, je pense qu'il y a une éthique parce que, alors, pour parler des battues ou des présidentielles, il est interdit, par exemple, de tirer des oiseaux qui arrivent bas. On ne tire que les oiseaux qui... Ok, mais ça, en fait, c'est juste... Oh là 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 là. Franchement, si j'étais à la place de Thomas Lepelletier, là, sur le plateau, je serais en train de péter un câble parce que ils sont en train d'enchaîner constamment des inepties et il n'a pas l'occasion de répondre à ça. Et franchement, je serais en train de péter un câble de mon côté. On n'est pas en train de dire, en fait, la question de savoir s'il y a une éthique ou s'il n'y a pas d'éthique n'est pas une question à poser, en fait. C'est pas une question qui nous intéresse. La question qui nous intéresse, c'est est-ce que c'est éthique tout court ? Est-ce que c'est moralement acceptable tout court ? Est-ce que c'est moralement justifiable tout court ? Pas de savoir, est-ce qu'il y a une éthique ? Qui arrive très haut et très vite. Donc difficilement. Difficile. Voilà. Donc ça, c'est comme, encore une fois, pour reprendre un exemple très simple, c'est comme si t'es un tueur en série. J'avais pris cette analogie-là dans, je sais plus quelle vidéo mais j'avais fait une analogie très simple. Imaginons 2 scénarios dans lesquels il y a un tueur en série qui va tuer donc du coup des victimes humaines. Dans un cas, il frappe violemment sa victime avant de la tuer. Dans l'autre cas, l'autre se dit « Ok, je vais pas la frapper, je vais juste la tuer directement. » Dans le deuxième cas, on peut dire qu'il y a une éthique
Le gars se dire, je vais pas torturer ma victime avant de la tuer. Ok, il y a une éthique. On peut dire qu'il y a une éthique si on veut. Mais c'est pas la question qui nous intéresse. La question qui nous intéresse, c'est de savoir, est-ce que l'acte est éthique? On s'en fout de savoir qu'il y a un cas qui peut être pire qu'un autre. Ça marche dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quelle expérience de pensée, dans n'importe quel truc, événement historique où des gens ont été tués et massacrés. Ça aurait toujours pu être un peu pire ou un peu moins pire. Ok. C'est encore une éthique. On ne tire pas, par exemple, un lièvre arrêté, on ne le tire pas. Ah oui. Il y a même, on le pourrait. Non, ça, on ne le tire pas. Si le gibier n'a pas sa chance, ne peut pas jouer sa partie, c'est pas de la chasse. Plus c'est difficile, plus on... Ouais, les Russes pourraient, je sais pas, utiliser des gaz genre hyper violents, etc. sur les Ukrainiens pendant la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Bon, je crois qu'en plus, c'est peut-être pas la meilleure analogie parce que je crois qu'il y a des gaz qui ont été utilisés, mais vous comprenez l'idée, quoi. Ok. Je contesterais un peu l'analogie avec la sublimation, parce que dans la sublimation, il y a partir d'un instinct et en faire quelque chose d'autre. On va, par exemple, si on parle de la sexualité, on va partir de ce désir, de cet instinct, et on va en faire un poème. Tandis que là, de ce dont il parle, la pratique dont il nous parle, c'est pas, il sublime pas la sexualité ou il sublime pas l'instinct de violence. Il participe à l'instinct de violence. Donc il n'y a pas de sublimation, il y a une participation volontaire à cette On va arriver au bon et mauvais chasseur. Et ben écoute, j'ai hâte d'entendre ça. violence. Et donc, le mot est trop beau de dire que c'est de la sublimation. Et puis, quant à l'éthique dont il parle, c'est pas une éthique dont il parle, parce que c'est une restreinte dans un comportement. Une éthique dans un massacre, c'est pas, on peut pas dire qu'on est éthique quand on se limite dans le massacre. L'éthique, c'est de se demander, est-ce que je suis justifié à commencer à tuer un pigeon ou autre. Et c'est là qu'il devrait y avoir une question éthique. Or, dans le livre, il n'y a aucune, si je peux me permettre, aucune réflexion éthique. Il y a peut-être un appel à la mesure, un appel à éviter le débordement, un appel à la restreinte. Mais ça, ce n'est pas de l'éthique. L'éthique, c'est est-ce que je dois faire le premier pas dans un acte de violence? Et il n'y a aucune justification. Pardon, Thomas Lepétier, mais il y a une éthique du soldat, du guerrier. On doit tuer l'adversaire, mais c'est pas pour autant qu'on va lui tirer dans le dos ou l'attacher et lui tirer une balle dans la tête. D'accord, mais parce qu'on a justifié le fait. On peut dire que n'importe quelle action sur le plan moral vient en degrés et que il est logiquement possible, dans quasiment tous les cas, de faire un peu moins pire, de faire bien pire, etc. C'est juste que ça vient en degrés. Tu peux toujours faire souffrir plus ou moins un individu avant de le tuer. Tu peux toujours tuer plus un individu ou deux individus ou trois individus ou quatre individus. Plus il va y avoir d'individus qui sont tués, plus l'action va être mauvaise, etc. Donc en fait, le jugement moral va différer en fait selon un certain nombre de paramètres qui sont liés à cette action-là. Mais donc voilà, c'est simplement ça qui est mis sur la table. Le fait qu'il était légitime que dans ce contexte, il y ait un soldat qui parte en guerre. À partir du moment où on a... Il est plus éthique de tuer 5 personnes que d'en tuer 10. C'est pas pour autant qu'en tuer 5 est moralement justifiable. Voilà, je pense qu'on peut pas l'expliquer de manière plus simple que ça, quoi. légitimer l'acte de partir en guerre. Après, on va demander aux soldats de bien se comporter. Mais il a fallu qu'on justifie l'acte de partir en guerre. Or, dans leur livre, il n'y a aucune justification au fait de « est-ce que j'ai le droit, comme ça, est-ce que je peux me permettre d'aller tuer un pigeon qui ne me menace pas ?» Si j'ai un chien qui m'attaque, si j'ai un lion qui m'attaque, ou si j'ai des punaises de lit qui m'attaquent, d'une certaine manière, je peux être justifié à me défendre. Et donc là, il y a une justification du fait de causer du mal à autrui. Mais là, on commence l'éthique. Dans quelles circonstances je suis autorisé à faire du mal à autrui? Or, le problème de la chasse, alors, il pourrait y avoir une chasse, parce qu'il y a une chasse qu'on pourrait défendre. C'est la chasse de régulation, par exemple. Ça, on pourrait la défendre parce qu'effectivement, on peut être menacé par Merci pour le follow strike. des animaux qui peuvent nous nuire, et à ce moment-là, on pourrait dire, dans certaines circonstances, nous sommes obligés de chasser. Mais c'est pas cette chasse qu'ils veulent défendre, puisqu'ils le mettent. Je suis d'accord avec Thomas là-dessus. Hein. La chasse pourrait être justifiable dans certaines situations, mais généralement, elle n'est pas aujourd'hui. Et en fait, j'ai déjà expliqué tout le raisonnement par rapport à ça dans le dernier stream. J'ai un peu la flemme de tout répéter là, mais je suis d'accord avec Thomas du coup par rapport à ça. Tout de suite de côté, nous mettons la chasse de régulation de côté. La seule chasse que on nous la met pas de défendons... côté, on l'explique comme quoi ce n'est pas de la chasse. La régulation, qui est parfois la conséquence de la chasse, on n'est jamais la cause. D'accord. mais c'est La juste- chasse que vous défendez, c'est la chasse de plaisir. C'est justement Donc, la chasse de plaisir, donc on met de côté la régulation. La chasse de plaisir, c'est se dire, j'ai le droit d'aller tuer un animal qui ne me nuit pas, qui ne me cause pas de tort,
pourquoi j'ai le droit d'aller les tuer? Juste pour le plaisir que ça me procure. Or, je ne connais pas d'éthique qui puisse justifier des attitudes juste pour le plaisir quand ça cause du tort à autrui. Et les pigeons, ce sont des individus qui aspirent comme nous autres à vivre. Il y a quand même, dans une perspective animalisme, la chasse n'est pas inintéressante. Pourquoi? Parce que le chasseur va tuer l'animal, va le dépecer a priori, et va s'en nourrir. En général, vous allez jusque-là, j'imagine. Pas toujours, il y a des Pas toujours, mais en tout cas souvent. Et si vous voulez ce genre d'expérience, vous apprend aussi la valeur des choses, parce que si vous avez... En tout cas, ils ont l'air assez honnêtes. Hein. On leur dit des fois, au moins vous chassez des fois pour manger, je sais pas, l'animal que vous avez tué, et lui dit non, pas toujours. Donc a priori, c'est vraiment effectivement le plaisir de la chasse, exclut même l'utilité que peut avoir le cadavre de l'animal après sa mort. Allez acheter votre viande au supermarché, eh bien, vous ne connaîtrez jamais la valeur d'un animal, parce que vous n'aurez jamais fait l'effort qu'il faut pour l'avoir mis à mort. Et dans Je pense que tu peux apprécier la valeur. Alors je sais pas sur quelle valeur, est-ce qu'on parle de valeur morale, mais je pense que tu peux apprécier la valeur morale d'un individu sans le mettre à mort, et fort heureusement. une perspective animalisme, la chasse n'est pas complètement délirante, déconnante, parce que ça peut être un exercice qui permet ensuite de mieux respecter les animaux, de moins en manger, etc. Et donc, à vous entendre, il faudrait que tout le monde chasse son steak écoutez, et on en mangerait moins. Mark Zuckerberg le fondateur de Facebook, avait décidé un jour de dire « je vais tuer tout ce que je mange ». Et bien, je trouve que c'est une expérience très intéressante, et les enfants apprennent à lire, compter, etc. à l'école. Et bien, pourquoi pas apprendre, puisqu'ils mangent du poulet ou ce genre de choses, pourquoi pas apprendre à tuer un poulet et le dépecer, puis le manger ensuite. Ça serait, à mon avis, un programme scolaire pas inintéressant. Et certains... Alors j'ai une autre idée. On va dire instaurer un espèce de rapport un peu sain entre les enfants et les animaux non humains. Ce serait de faire des visites, par exemple, des enfants dans des refuges pour animaux qui ont été par exemple rescapés des abattoirs. Ça me semble un peu plus cool de créer un lien comme ça, entre guillemets social, on pourrait appeler ça social, entre les enfants et les animaux. Du coup les animaux ici on parle des poules, des cochons, des vaches, etc. Plutôt que d'aller inviter des enfants dans un lieu où on va tuer des animaux devant eux, les dépecer, les saigner, les décapiter, etc. Tellement on tuerait moins d'animaux. Absolument. Sur un plan pratique, ça serait bien. Mais moi, je poserais la Pas inintéressant pour les psys qui vont récupérer les gosses, c'est fort possible. nécessaire. Pourquoi passer par cette étape-là? On peut très bien se passer de consommer de la viande. Donc, on n'a pas besoin d'éduquer aux enfants à tuer un poulet pour le manger. On peut très bien leur apprendre à cuisiner des légumes. Et ça serait, je pense, beaucoup plus... Des légumes ou autres. Hein. Déjà qu'on est sur CNews, ne faisons pas comme si les véganes ne mangeaient que des légumes, s'il vous plaît. On ne mange pas que des légumes, hein, promis j'aurais. Vous vouliez intervenir Non, quand vous disiez... L'enfant qui mange du poulet a rarement eu le choix aussi, alors lui imposer en plus d'apprendre à tuer, bref. Ouais, comme tu dis, Kat. Comme tu dis, ouais. Peut-être que Mangayo, tu peux répondre à ça, mais est-ce que ça serait considéré comme une forme de maltraitance, peut-être psychologique ou quoi, envers les enfants? Genre de les forcer à assister au spectacle, spectacle étant ici, n'ayant pas de connotation positive ici, évidemment, de tuer un animal littéralement devant leurs yeux. Alors je sais pas, encore une fois, je sais pas de quel âge on parle au niveau des enfants là, mais j'ai l'impression que c'est quand même assez contestable. Je sais pas si la loi prévoit quelque chose par rapport à ça, mais oui, ça me semble effectivement une très très mauvaise idée, vraiment. Je pense à tous les niveaux en fait, hein, de soumettre à la vue d'enfants, de jeunes enfants, la mise à mort, le dépeçage, etc. d'un animal. Chimère. Nuire à autrui. Et donc on voit bien là qu'on est sur ce temps nouveau où l'animal est considéré comme autrui. Et donc la vieille distinction anthropocentrée. Mais simplement sur la chasse, l'anthropocentrisme, moi je suis pas sûr que ça soit la notion qui puisse s'appliquer concrètement sur le terrain. Quand on y est, on est justement d'une certaine façon, c'est ce que Ortega y Gasset appelle la vacance de l'humanité. Il appelle ça comme ça. Quand on est à la chasse, quand on chasse, il y a quelque chose de nous qui n'est plus dans l'humanité. Alors ça va vous scandaliser peut-être, sans doute, j'en sais rien, mais c'est comme ça qu'il l'exprime. Et c'est aussi une manière de dire qu'effectivement, on n'est pas... on peut par exemple prendre, je sais pas moi, l'agriculture, le tourisme, tout ce qui a rapport d'une manière ou d'une autre avec les espaces naturels, on peut considérer qu'il y a une dimension anthropocentrée. Là, oui, c'est clair, on exploite d'une manière ou d'une autre la nature, plus ou moins bien, etc. Et tout. Le chasseur, le bon chasseur, comme diraient les inconnus, lui...
il se fond dans quelque chose qui est autre pour lui pendant un moment donné. On est chasseur toute la journée, en tout cas nous on l'est, mais pas concrètement, parce que là on n'a pas d'armes et on va pas commencer à les chasser dans le studio, quoi. Mais cette dimension-là, elle est quand même importante parce qu'on Vous voulez dire que le temps de la chasse, vous vous fondez dans la nature, Absolument. et à partir du moment où vous êtes fondu dans la nature, vous n'êtes plus dans l'humanité. Et d'une certaine Parce que façon, l'humanité, elle, s'est extraite de la nature. c'est ça. D'une certaine façon, oui. Et c'est ce qui me paraît vraiment important dans le phénomène de la chasse, c'est que on est à la fois nature et culture. Et cette dimension-là est quand même très importante. Vous avez aussi une vision de l'éthique qui est très, 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 très normative et qui, je trouve, hein. Cette phrase est très bizarre. Vous avez une vision de l'éthique qui est normative. Je serais très curieux de déconstruire cette phrase-là en lui posant des questions de clarification. Je suis d'accord, Clem, t'as dit ils sont dans l'inhumanité. Bah après, j'ai pensé aussi quand il a dit ça, mais encore une fois, comment on définit l'humanité ? C'est une définition, si en fait ça se réfère à ce qu'on pourrait appeler l'humanisme en tant que suprémacisme humain, ouais ok, mais du coup ça voudrait dire que de toute façon cette notion d'humanité est achetée à la poubelle en tous les cas, donc je suis pas sûr de ça. Mais oui, j'ai eu le même réflexe quand il a dit ça que toi, de me dire oui effectivement. Mangaï, tu dis il faudrait que je recheck les sources, mais il me semble que l'exposition à des violences envers les animaux pendant l'enfance est corrélée avec le fait de faire des violences envers animaux et humains. Je trouve, elle est très claire, mais elle descend vraiment du ciel, pour nous. Elle me paraît complètement abstraite d'une certaine façon, et si on l'appliquait à différentes réalités, différentes passions, etc., il n'en resterait plus rien. Et c'est ça le problème. Non, je crois que l'humanité, c'est l'inverse. L'humanité, elle est aussi elle vit aussi par la passion, le contenu culturel, j'aime ce mot qui est difficile à prononcer maintenant, mais l'identité. Moi, je connais bien des chasseurs autour de moi. Si vous leur demandez d'arrêter de chasser du jour au lendemain ou sur un temps long, c'est comme si, très concrètement, vous leur coupiez une jambe. C'est aussi simple que ça. C'est ce qu'ils disent quand on se demande faut-il interdire la chasse. C'est souvent ce que disent les chasseurs, comme les toreros quand on leur dit qu'il faut interdire la corrida. Ou les Ok, mais ça on conteste pas, hein. Moi je conteste pas le fait que certaines personnes qui pratiquent la chasse adorent chasser. Ça c'est pas une proposition qui est en contestation ici, hein. éleveurs de taureaux d'ailleurs. Hein. Oui, parce que pour eux, c'est vraiment un mode de vie. Là, ils répètent juste. En fait, dire ça, c'est juste répéter la claim de base. La claim de base, c'est nous chassons pour le plaisir. Donc, justifier de dire nous chassons pour le plaisir en affirmant empêcher aux gens de chasser, c'est leur couper en fait une des plus grandes sources de plaisir et donc ça va jusqu'à leur infliger une souffrance. C'est juste répéter la claim en plus fort, en plus intense, mais c'est toujours pas un argument pour justifier la position qui est mise sur la table. C'est une esthétique. Oui, c'est une vraie passion et qui se vit entre guillemets toute l'année. C'est pas secondaire. C'est pas spécialement pendant. Tout ça là, ils font que répéter en fait la claim qui est déjà en contestation, hein. Genre il n'y a pas d'arguments qui sont mis sur la table de leur part pour défendre du coup la chasse. On continue de dire la chasse c'est une passion, on adore ça, on le fait toute l'année. Si on nous empêche de chasser, bah du coup ça nous fait souffrir parce qu'on nous empêche de pratiquer une activité qu'on adore. Dans la période de chasse qui est en ce moment, c'est toute l'année. On s'occupe des chiens toute l'année. Les fauconniers s'occupent de leurs oiseaux toute l'année, avec tous les problèmes que ça peut poser. Les veneurs s'occupent de leurs chiens, de leur meute, absolument toute l'année. Voilà, c'est des vraies passions. Et on peut dire, par exemple... Il y a des meurtriers qui adorent tuer. Musan, tu dis, c'est quoi ce genre d'argument, bruh? Bah, c'est exactement l'argument que les végans entendent tout le temps, à savoir, oui, mais j'aime le goût de la viande. Et la question, généralement, qui suit, c'est, est-ce que le plaisir gustatif justifie la mise à mort de l'animal? Et là, c'est exactement la même chose. Est-ce que le plaisir de la chasse justifie la mise à mort de l'animal? Et c'est effectivement, après, il y a une infinité d'analogies à faire avec un raisonnement du type le plaisir sensoriel justifie X ou Y, voilà, action, pratique, activité, culture, tradition, etc. Par exemple, que si on les appelant pour la chasse au gabion, on peut dire que leur femme n'est pas excessivement belle. Par contre, on peut pas dire ça de leur canard parce que ça va très mal se terminer. Mais quand Voilà, vous dites qu'on se fond dans la nature quand on est chasseur et qu'on s'extrait de l'humanité, ce que je peux très bien comprendre, puisqu'on a toujours opposé la nature et la culture. Et au fond, l'histoire de l'humanité, c'est qu'elle a mis un certain temps à s'extraire de la nature et qu'elle n'a pas du tout l'intention d'y retourner. Quand bien même on en pense beaucoup de bien de la nature, notamment aujourd'hui, on sait que c'est, comme vous l'avez dit, c'est immoral la nature. Après, je ne l'ai pas rappelé depuis le début de ce react, mais toujours bien garder à l'idée aussi que le concept de nature, le terme nature, est polysémique et assez vague, ok ? Donc là, quand on parle de nature, on n'est jamais sûr de parler exactement de la même chose. Et du coup, c'est pas clair que l'être humain est extrait de la nature.
Ça, c'est un truc que Thomas Lepelletier, d'ailleurs, argumente dans son livre. On avait fait, justement, encore une fois, pour les gens qui ont loupé ça, sur ma chaîne YouTube principale, j'avais invité Thomas Lepelletier, on avait discuté de son dernier livre, et puis, dans ce livre-là, il expliquait pourquoi est-ce qu'on considère que, en fait, l'être humain est extrait de la nature, alors que, par exemple, un castor qui utilise, des brindilles pour former un barrage, ou peu importe l'animal qui crée des trucs, peu importe l'animal ou l'insecte qui va créer des structures ou se servir d'outils, n'est lui pas considéré comme étant extrait de la nature, voilà. Et en fait, c'est vraiment un traitement qui est seulement réservé à l'être humain. Et c'est pas clair que ce soit forcément justifiable ou facilement justifiable. Encore une fois, ça va potentiellement dépendre de comment on définit exactement ce concept de nature. La nature, c'est cruel, ça nous rend pas bon, la nature. Non. Et elle peut être très très dure à notre égard. Et dans les décennies qui viennent, on va peut-être la prendre à nos dépens. Absolument. Donc est-ce que c'est louable et est-ce qu'il faut encourager ce retour à la nature hebdomadaire ou quotidien C'est peut-être une manière de ne pas perdre pied avec elle. C'est vrai qu'on la fantasme beaucoup alors qu'on s'est construit contre elle. Et aujourd'hui, il y a quand même tout un discours qui consiste à revenir à la nature, le fait de se ressourcer, etc. et tout. La nature, c'est l'origine, c'est le bien d'une certaine façon, et la civilisation. Du coup, l'expression retour à la nature est une expression extrêmement vague. Qu'est-ce que ça veut dire retour à la nature? Est-ce que ça veut juste dire commettre une action que les autres animaux qui ne sont pas humains commettent eux-mêmes? Est-ce que ça veut juste dire ça? Parce que évidemment que par exemple utiliser un fusil, on pourrait considérer qu'un fusil n'est pas quelque chose de naturel. On pourrait considérer que porter des vêtements, porter des vêtements de chasse n'est pas un truc de naturel, utiliser du plomb, tout ça. Est-ce qu'on est juste en train de dire commettre une action que les animaux commettent eux-mêmes est naturelle? Dans ce cas-là, encore une fois, on en revient à une tonne d'analogies qu'on pourrait faire pour justifier justement plein d'actions immorales, considérées comme consensuellement immorales par les êtres humains. C'est le mal. Et il y a quelque chose dans le discours ambiant qui fonctionne comme ça. Nous, encore une fois, je parle un peu pour les chasseurs parce qu'on sent un peu la même chose, mais on a vraiment un pied dans les deux d'une certaine manière, dans la nature et la culture. Et quand on va dans la nature, on revient avec de la culture. Et puis, c'est ça qui est terrible. Aujourd'hui, on parle beaucoup du vivant et encore du vivant. Non, le vivant, il y a la vie et la mort. Et dans la nature, il y a la vie et la mort. Il n'y a pas le vivant. D'ailleurs, vaut mieux être... Ok. Est-ce que c'est censé être un argument, ça? Qu'est-ce qu'on essaye de dire ici? La mort fait partie de la vie. Est-ce que c'est un peu l'argument qui est mis sur la table? tué par un chasseur, de toute façon, par un prédateur naturel. Hein, parce que si vous avez vu des faucons dévorer leurs proies, ils les dévorent vivantes. Au moins, bien sûr, et quand on est tué par un chasseur, ça va et plus vite. un auteur des palombes tue par compression. J'aimerais pas être à la place du jet ou du pigeon. Ok, mais est-ce que t'aimerais... Non, mais je pense que t'aimerais pas non plus être à la place du pigeon qui se fait fusiller par un chasseur, non? C'est un peu un contre son camp, ça. J'aimerais pas être à la place de l'animal qui se fait manger vivant par tel prédateur ou qui se fait vraiment torturer par tel prédateur. Ok, mais je pense que t'aimerais pas non plus être à la place de l'animal qui se fait fusiller par un chasseur. Je pense que t'aimerais juste en fait être à la place de l'animal qui ne se fait ni fusiller ni bouffer vivant. Et mais il y a le nombre de films où on voit les lions dévorant vivants les gazelles, etc. Mais c'est de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Rassurez-vous, les animalistes, il a consacré un livre à ce sujet, voilà. Interdiront pas seulement aux chasseurs de tuer les animaux, mais aussi aux animaux de tuer des animaux. Oui, alors là, c'est une vaste entreprise, mais si vous voulez aller expliquer ça aux lions, il n'y a aucun problème. C'est un autre sujet, si vous me réinvitez, on en parlera. Si tu veux expliquer ça aux lions, il n'y a aucun problème. Humour. Non, mais nous sommes tous d'accord ici pour reconnaître que la prédation est un acte abominable. Et non, c'est pas un acte abominable, c'est un acte naturel. Mais c'est pas... Ah, d'accord, pardon. Alors si c'est naturel, encore une fois, tout va bien. Tout ce qui est naturel n'est pas abominable, sachez-le. Parce que c'est un acte naturel qui n'est pas abominable. Pour la proie qui se fait manger, et vous-même, vous le racontez dans votre livre, vous racontez une vidéo où vous avez vu et que c'était insoutenable à regarder. Donc si c'est insoutenable... Là, il vient de se faire gentiment éclater par Thomas. Regardez, on peut imaginer ce que c'est qu'à vivre. Donc nous sommes tous d'accord sur ce point. Non, mais pour que ce soit clair, il s'agit d'une vidéo où un animal se fait dévorer par un autre animal. Un autre animal. Et vous reconnaissez que c'est abominable à regarder, et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est abominable à regarder. La prédation pour celui qui la vit, qui se fait manger, pour la proie, c'est un acte abominable. Et vous, ce que vous recommandez, c'est que finalement, cette prédation qui est dans la nature et qui est abominable, ça serait bien que nous, on la perpétue à notre niveau. Alors, mais en la sublimant. En la sublimant peut-être, mais je veux dire, en perpétuant cette violence. Alors moi je dirais, le bon sens qui devrait transparaître, c'est dire non, il y a déjà suffisamment de violence dans la nature pour qu'il n'est pas nécessaire d'en rajouter. Vous n'êtes pas loin de considérer qu'on est simplement des sadiques.
qui est marrant avec les chasseurs qui vont employer ce genre d'argument, c'est qu'il faut un énorme argument interventionniste. Dire les animaux se tuent entre eux de manière absolument atroce, épouvantable. Du coup, nous, on va aller tuer les proies à la place des prédateurs naturels, entre guillemets, pour limiter leur souffrance. C'est vraiment un argument ultra interventionniste. Dick. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Si, vous êtes inconscient. Non, vous êtes juste inconscient de ce que vous faites. Mais pour revenir à l'éthique, et par rapport à ce que vous disiez, on a un nouveau regard sur les animaux. C'est pas uniquement qu'on a un nouveau regard sur les animaux, c'est que nous sommes dans une demande de rationalité. Et c'est ça qui manque beaucoup dans la démarche, parce que vous parlez beaucoup de passion à chaque fois. Pourquoi on est en manque de rationalité? Nous sommes tous d'accord sur ce plateau pour dire qu'on va pas faire de mal comme ça, gratuitement, à un chien. On va pas faire de mal si on sort de ce plateau et qu'il y a un pigeon, on va pas lui faire de mal gratuitement. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il ne faut pas faire de mal à autrui. Mais à partir du moment où vous mettez une tenue de chasseur, vous allez décréter, ah, maintenant, puisque j'ai mis ma tenue de chasseur et que c'est le dimanche matin ou c'est tel jour, et j'ai le droit d'aller faire du mal à autrui. Et c'est cette manque de justification rationnelle qui pose problème dans la chasse. Qu'il y ait des circonstances où nous ayons besoin de faire mal à autrui et donc de tuer des animaux, moi je le reconnais en premier, nous sommes obligés de temps en temps de tuer des animaux et c'est tout à fait naturel pour nous défendre ou autre raison. Mais ce qui pose un problème maintenant, c'est le manque de rationalité de nos attitudes. Pour revenir à un autre sujet, on va manger du cochon, mais on va pas manger du chien. Alors, qu'est-ce qu'il va dire l'antispéciste? Quelle est cette rationalité? Pourquoi on peut manger des animaux? Et ça veut dire quoi, manger des animaux? C'est les égorger vivants. Vous le savez bien qu'on va égorger vivants les cochons. Et toute la société dit oui, nous avons le droit de manger, d'égorger vivants des cochons pour les manger après, mais toute la société serait offusquée par le fait qu'on égorge vivants des chiens pour les manger après. Donc il y a un gros problème, je vous laisse la parole, il y a un gros problème de rationalité. Et c'est ce qu'appelle l'animalisme. C'est pas uniquement une sensibilité, c'est pas un réveil de la sensibilité vis-à-vis de l'animal. C'est une demande de rationalité. Puisque la société considère qu'il n'est pas correct et pas légitime d'égorger des chiens pour les manger, eh ben, elle devrait dire qu'il n'est pas correct et légitime d'égorger des cochons pour les manger. Et s'il n'est pas correct et légitime de s'en prendre au pigeon qui est dans la rue pour le plaisir, ben, il n'est pas non plus correct d'aller dans la nature. Personnellement, je pense que j'aurais plus fait un argument vraiment de rappel en fait de la valeur morale des individus parce qu'ils sont sentients, en faisant un parallèle avec les êtres humains et de demander en fait qu'est-ce qui brise vraiment la symétrie entre les humains et les non-humains, tel que c'est acceptable d'exploiter, de tuer ou de chasser les uns mais pas les autres, par exemple. Est-ce que c'est l'intelligence? Est-ce que c'est la capacité à donner du sens, comme dirait Paul Sugy, par exemple? Nature pour faire du mal à un pigeon. C'est cette demande de rationalité que demandent les... Il y a un chapitre de votre livre qui... Même si c'est toujours bien de montrer qu'il y a toujours effectivement une espèce de spécisme latent dans la société, qui fait spécisme effectivement qui semble fortement lié à nos cultures et nos traditions, tel que effectivement on accorde une valeur morale très importante aux chiens et aux chats, par exemple, aux chevaux, pas aussi, assez particulièrement, même s'il existe encore des boucheries chevalines, mais qui sont en train de disparaître, et non pas une valeur pas une valeur aussi grande aux cochons, aux poules, aux moutons, aux lapins, etc. Qui fait de la chasse un mode de résistance. J'ai l'impression que c'est aussi une résistance à la rationalité dont parle Thomas Lepelletier. À mon avis, c'est ce qui va le plus intéresser Jérôme Fourquet. La chasse, c'est de la résistance à quoi pour vous? C'est la résistance un petit peu à ce que vous décrivez justement. La rationalité qui descend du ciel. Et une forme de modernité. Et les fermes à sang, les fermes à sang aussi, ouais. Aussi. Ah oui. Alors, d'une forme de modernité. Consubstantielle à la modernité. Un progressisme qui étouffe la notion de progrès. Oula, je crois que j'ai loupé une punchline. Thomas Lepelletier, à mon avis, c'est ce qui va le plus intéresser Jérôme Fourquet. La chasse, c'est de la résistance à quoi pour vous? C'est la résistance un petit peu à ce que vous décrivez justement. La rationalité qui descend du ciel. Et une forme de modernité. Ça, c'est une attaque, c'est vraiment une putain d'attaque. Dire la rationalité qui descend du ciel. Je sais même pas ce que ça veut dire, mais si c'est rationnel, c'est donc que je prends rationnel comme étant, je sais pas, une continuité logique. C'est abusé de dire ça, genre, c'est vraiment la bold claim du débat, quoi. Si c'est logique, en fait, si tout se suit logiquement, si la conclusion est conséquence logique des prémices, la rationalité, en fait, elle tombe pas du ciel. La rationalité suit de ce qu'on appelle les lois de la logique. Aussi. Ah oui. Alors, d'une forme de modernité. Consubstantielle à la modernité. Un progressisme qui étouffe la... Alors, j'ai une théorie sur ce qui vient de se passer là. Il allait dire le progressisme qui tue, ok? Il allait dire qui tue, et je me demande si dans sa tête il s'est pas dit
En fait, les gens, c'est bizarre de dire le progressisme tue, alors qu'en fait, c'est nous qui nous défendons de tuer dans ce débat. Et du coup, il a changé de le progressisme tue et puis il est parti sur un autre mot. Alors peut-être que je m'emballe et que c'est pas du tout ce qui vient de se passer, hein. Mais j'ai vraiment cette impression-là. Ce qu'il allait dire un progressisme qui tue le progrès, éventuellement du coup. Ce qui serait très bizarre dans la mesure, encore une fois, je me répète, mais c'est lui qui se défend de tuer des individus ici. Et Thomas Lepelletier est là pour défendre le fait de ne pas tuer des individus. Musan, oui c'est ça Musan. Un progressisme qui tue la possibilité de tuer. La notion de progrès, vraiment, par sa volonté, sa vitesse, tout. Et comment on pourrait dire ça? Pour faire très très court, la constitution d'un homme nouveau, sur la base du, comme dirait Mathieu Bock-Côté, sur la base du bois mort de l'humanité, dont... Très mauvaise référence. C'est un énorme red flag, hein. Quand tu cites si tu cites Mathieu Bock-Côté dans un débat pour promouvoir un argument, tu as déjà perdu en fait. Les chasseurs font partie, dont les chasseurs font partie, dont les éleveurs font partie, dont tout un tas de gens qui vivent pas nécessairement à la campagne, mais qui y sont attachés et qui sont attachés aux cultures. Alors il manque ça aussi dans votre discours. Pour vous, il n'y a pas de culture en fait. Il n'y a pas de singularité. What? À quel moment la position de Thomas Lepelletier implique qu'il n'y ait pas de culture? Je comprends rien. Ou bien il est de mauvaise foi, ou bien lui-même ne comprend rien. Culturel. Il n'y a aucune implication logique de ce que dit Thomas à en venir à une conclusion de sa position. Du coup, vous pensez qu'il n'y a pas de culture. Et c'est une résistance par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment essentiel. Mais moi, quand je vous ai lu, je pense que c'est de la résistance à l'universalisme. On parle constamment de l'universalisme aujourd'hui. L'universalisme pense que ce qui est bon pour nous est bon pour tout le monde. Et aujourd'hui, rajoute les animaux. Voilà. Avant, c'était que les humains. Maintenant, est-ce que les gens sur le plateau là contestent le fait que c'est contre les intérêts des animaux qui se font chasser d'être tués? Parce que s'ils contestent ça, en fait, ils contestent un truc genre qui est en principe trivialement vrai, quoi. rajouter les animaux. Enfin, peut-être pas trivialement, mais en tout cas qui est vrai assez consensuellement. Et vous êtes dans le relativisme, vous pensez que ça dépend de la nature, des individus, des lieux, de la culture, de la religion, de tout ce qu'on veut. Ça, c'est du relativisme. Au fond, vous êtes des résistants à l'universalisme. Dans un sens, oui. Oui. Et il y a une résistance aussi au moment où tout va plus vite. La technologie, on veut absolument tout contrôler. La chasse est une merveilleuse passion pour oublier tout ça et je dirais, se rapprocher, ce que disait Vincent, avec la nature dans ce qu'elle est la plus intime. Je pense que les chasseurs sont peut-être les personnes qui connaissent le mieux, je dis bien le mieux, la nature. Demandez à un veneur... Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, ma gueule? En quoi ça justifie la position de tuer des animaux pour le plaisir? Connaissance hors sujet. Intime des animaux et de la forêt. Et des forêts qui font 10 ou 15 000 hectares. Demandez à un pisteur africain, il a une connaissance intime de la nature. Intime. Bien plus qu'un simple touriste ou qu'un simple promeneur qui n'aura... Petite question comme ça, les gens dans le chat, vous pouvez me répondre, mais est-ce que si j'ai une connaissance exceptionnelle de la ville de Paris, alors je peux tuer des Parisiens si je veux? Si je connais vraiment bien Paris, est-ce que ça donne le droit de tuer des individus qui vivent dans Paris? Jamais ça. Parce que le problème, c'est que par exemple, on dit il faut du tourisme, etc., etc. Le premier problème... Mangayo, oui. Ah d'accord, merci. Merci, je me posais la question, content d'avoir une réponse, merci. De la faune sauvage, aujourd'hui, c'est le dérangement. Ça me connecte à la ville. C'est vrai que ça me connecte à la ville, ouais. C'est vrai que je me sens connecté à Paris quand je commence à tuer des Parisiens, ouais. Peut-être pas que j'aille trop loin dans la blague, parce que sinon je vais me faire flaguer par Twitch, mais... Totalement antinomique avec le tourisme. C'est comme ça, mais c'est antinomique. On peut pas. Guillaume Fauquet. On voit bien comment les repères et les normes ont changé, ont évolué. Et on voit bien la dimension culturelle en disant voilà, on peut tuer un pigeon en forêt mais pas en ville. Mais on voit aussi par exemple comment nous on l'a analysé aux dernières élections municipales est montée par exemple la revendication portée par certaines associations animalistes d'interdire dans les communes où ces associations étaient présentes les spectacles de cirque avec des animaux vivants. Il y a 30 ou 40 ans, ça aurait traversé l'esprit à personne. On était déjà, il y avait déjà des mobilisations contre la chasse à courre, contre la corrida. Mais selon la logique des chasseurs, oui. Bah encore une fois, je veux dire, je remets pas en cause le fait qu'un chasseur qui chasse dans une forêt X connaisse par cœur la forêt X. Je remets pas en cause, mais encore une fois, ça, c'est complètement tangentiel à la position qu'ils sont censés défendre. Mais le cirque était dans le sens commun, totalement accepté. On voit comment les choses évoluent, et ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir comment ce discours-là se structure
en fonction du rapport à l'animal vécu intimement par les individus. Le premier auteur d'une loi de défense, de protection des animaux en France, c'est Gramont, qui était officier de cavalerie au 19e siècle. Et qui était chasseur. Et peut-être chasseur Et le également. créateur de la Ligue pour la protection des oiseaux était un chasseur. Et donc, le cheval était omniprésent dans Paris. Donc, ils étaient emmenés à l'équarrissage, ils étaient abattus là directement sous les yeux des gens. Et la nouvelle loi qui a été passée, qui est la loi d'Ombreval, lors de la précédente mandature, a été portée par un député macroniste qui est vétérinaire. Et donc, on voit bien ce rapport. Mais est-ce qu'on peut pas dire tout simplement que du temps où nos enfants mouraient en bas âge, où les pauvres mouraient de faim, où les mineurs mouraient à la mine, où les soldats mouraient au front, on se fichait pas mal des envies de tuer un cerf, un ours ou un loup. Aujourd'hui, évidemment, c'est plus du tout la même chose. Je crois que c'est fin août 1914, l'armée française a perdu 26 ou 28 000 hommes en une seule journée. Oui. Ça n'a même pas fait une ligne dans le journal. Aujourd'hui, s'il y a un mort sur un théâtre d'opération, même loin de chez nous, c'est la cour des Invalides en présence du président de la République. Tout a changé, notre rapport à la mort a changé. Oui, bien sûr, mais ce qui est intéressant, c'est que la barrière des espèces est en train d'être franchie. Et donc, vous voyez... Mais ça peut changer demain. Si demain, il y a le réchauffement climatique, comme on le redoute, et qu'on se met à mourir de chaleur en masse, la chasse va devenir tout à fait acceptable. Oui, tout dépend des circonstances. Et vous voyez, par exemple, quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon qui s'inscrit dans cette histoire du courant progressiste, dit voilà, aujourd'hui, la nouvelle conquête, le nouvel horizon, c'est de donner des droits aux animaux. Aux animaux. Et d'ailleurs... Émeric Caron est le premier député animaliste et il a été élu dans le cadre d'un accord électoral avec... Je pense pas que ce soit juste de dire que c'est le premier député animaliste. Par contre, si on peut dire que c'est le premier député antispéciste, ouais. Animaliste, Loïc Dombreval, par exemple, dont on parlait juste avant, qui était déjà député à l'Assemblée nationale auparavant, mais qui n'est plus maintenant, était probablement conforme à ce qu'on pourrait appeler un animaliste. Mais après, Émeric Caron, c'est vraiment... antispéciste convaincu, revendiqué à l'Assemblée nationale, connu pour ses batailles pour les droits des animaux. Ouais. Avec la France insoumise. Donc on est dans le prolongement de cette quête de nouveaux droits, mais qui aujourd'hui a sauté la barrière des espèces. Et sur le plan anthropologique, je pense que c'est quelque chose de tout à fait nouveau et qui sauter la barrière des espèces, c'est un peu fort comme expression. Encore une fois, je rappelle qu'on veut pas donner le droit de vote aux poules, ni le droit ni le permis de conduire à des cochons. Hein. Qu'il faut souligner. Est-ce que vous êtes préparé à ça, au fait que l'homme blanc, après tout, qui se croyait seul au monde, a accepté de reconnaître pour égaux toutes les races, toutes les religions, même les femmes, toutes les minorités sexuelles. Aujourd'hui, il y a plus de problème. Les animaux sont les prochains. Et on vous laissera plus les tuer, peut-être. Peut-être, mais on essaye justement de résister. Il y a un côté implacable, un peu sens de l'histoire. Il y a un peu. Oui, figurez-vous le sens de l'histoire. Parfois un peu déprimant parce que le monde aussi des animalistes, des fois, je trouve ça un peu aseptisé finalement. Ils ont plein de passions, ils chassent la bécasse, ils en rêvent la nuit. J'imagine s'ils l'ont raté. On n'imagine pas Thomas Lepelletier rêver du quinoa ou la nuit. Vous voyez ce que je veux dire? On a beaucoup d'analogies claquées ce soir. Hein. Et des nuits passionnelles aussi. Pas beaucoup d'analogies validées par la team éthique ce soir. Soyez honnête, Thomas Lepelletier, si vous gagnez, à la fin, il n'y aura plus d'animaux. Il n'y aura plus de vaches dans les champs parce qu'on leur donnera plus de champs, puisqu'on n'en sera plus propriétaire. Je sais pas s'il y aura plus de vaches, hein, il y aura peut-être encore des vaches, oui. Qu'on pourra plus les exploiter. Il n'y aura plus d'animaux nulle part. Il y aura plus d'abattoirs, ça c'est sûr. Plus d'abattoirs. On arrêtera d'égorger des millions d'animaux, de mutiler des millions d'animaux, de parquer des millions d'animaux dans des endroits clos, sur des caillebotis, etc. Ça c'est clair et net. Après, dire qu'il y aura plus d'animaux, plus de vaches, etc., j'en suis vraiment pas sûr. Vraiment pas sûr. Il y aura beaucoup moins d'animaux. Il n'y a pas d'abattoir de chiens, en France, il n'y a pas d'abattoir de chiens ou de chats, et pourtant il y a plein de chiens, il y a plein de chats, ok? Donc, c'est pas parce qu'on arrête d'exploiter un animal, une certaine espèce animale, que d'un seul coup, cette espèce va forcément disparaître. Hein. Enfin, d'accord, mais ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il y aura beaucoup moins d'animaux qu'on égorgera. Parce que là, on égorge 3 millions d'animaux par jour. Donc, moi, je reste toujours ahuri pourquoi cette société ne voit pas un problème au fait qu'on égorge 3 millions d'animaux quotidiennement en France. Donc, oui, il y aura Pourquoi résister au progrès, Major Tom? Je sais pas, c'est le conservatisme. Qu'est-ce que tu veux? moins d'animaux, mais ce sont des animaux
Pas sûr qu'il y ait vraiment des arguments pour défendre ça. Pour la plupart qu'on égorge, les vaches, les poules et les cochons, on les égorge à tour de bras. Donc je vois pas, moi, le problème à la disparition de ces animaux. Mais c'est pas seulement ceux-là qui disparaîtront. C'est les vaches dans les champs qui pèsent dans les champs, elles disparaîtront. C'est elles qu'on va égorger. Après, les animaux... Non, celles qu'on traite, tout simplement. On finit par les égorger après. Mais alors, du fait qu'on finit par les égorger, vous voulez plus qu'elles vivent du tout. Il n'y a pas besoin. Non, c'est pas une application logique. C'est pas une application logique de vouloir arrêter d'égorger des vaches, de vouloir, le cas échéant, arrêter qu'elles existent. C'est évidemment pas une application logique. Ça pourrait être une application pratique, c'est possible. Possible que quand on arrêtera d'exploiter pour de bon et de tuer des vaches pour les manger ou pour produire du lait, peut-être qu'il y aura à terme, les vaches arrêteront d'exister, c'est possible. Mais en tout cas, c'est pas une application logique. Oui, donc je vois pas qu'elles existent. Qu'elles existent du tout. Non, mais je vois pas quel est l'intérêt. Non, c'est pas une application, les gars. de Au contraire, moi j'aurais presque envie de dire, j'aurais plutôt envie qu'elles continuent d'exister parce que les vaches, je trouve ça quand même vachement cool comme animal. tuer une activité aussi violente que celle-là quand on peut s'en passer. Moi, je prône un monde où il y a moins de violence. Aussi, contrairement à ce que vous dites dans votre livre, Les vaches, c'est des dogos de 800 kilos, c'est exactement ça. Je te jure que c'est exactement ça. vous vous dites souvent dans votre livre, les antispécistes, ils voudraient un monde où il n'y a plus de souffrance, où ils tiennent pas compte du fait que la vie et la mort sont liées. Mais si on tient compte de ça, mais la Pourquoi on parle de la fin de l'élevage et pas de la chasse? Parce qu'on est parti sur une énorme tangente. souffrance, on sait bien qu'il y a de la souffrance, mais quand vous allez chez le dentiste, vous êtes bien content qu'il y ait une anesthésie. Bon, et ben c'est pareil. Je veux dire, nous voulons juste que quelque part on diminue la quantité de violence dans ce monde. Et c'est cette simple revendication qu'on met en avant. Et donc qu'on diminue le nombre de mises à mort. Je vois pas ce qu'il y a de si surprenant à ça. C'est pas vous en faites un peu, vous diabolisez un peu de temps en temps le mouvement animaliste. Moi, je prône une chose tout simple. Essayons de vivre dans un monde où on exerce moins de violence et Ouh là là, c'est un peu extrême ça Thomas, dis donc. C'est un peu extrême ça comme discours là, attention hein. Très 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 radical cette personne, ce Thomas Lepelche là. Ça me plaît pas du tout ça. Il vient de dire qu'il fallait potentiellement essayer de réduire les souffrances dans le monde. Ouh là là, ça va loin ça. si on doit en exercer, parce que dans certaines circonstances on doit en exercer, il faut le faire de façon en essayant de le justifier de façon rationnelle. Dernier mot. Qu'est-ce qu'ils sont radicaux et extrémistes ces animalistes quand même, vous trouvez pas? Il nous reste une minute. Vous parlez de violence, vous parliez de tuer, vous parlez pas de chasse. C'est ça le truc. Nous, J'adore, mais encore une fois, c'est un truc qu'on sait toutes et tous 10 000 fois, mais c'est quand même marrant quand tu débats de ce genre de questions, les banalités que t'es obligé de balancer pour défendre ta position. Genre simplement dire, oui, bah, peut-être qu'on devrait essayer, je sais pas, de moins faire souffrir les animaux, si on peut éviter de les faire souffrir. Je sais pas, c'est vraiment un truc, mais ultra banal, trivial, etc. Et t'es obligé de dire ça premier degré pour défendre ta position face à des gens qui attaquent cette position-là, quoi. Ce truc vraiment trivial, simple, ça me fait toujours délirer un petit peu. on chasse, on tue parfois, ce qui explique D'où la blague de « Oh là là, c'est vraiment extrémiste comme discours ». Ortega. La formule est tellement subtile, tellement condensée qu'on a du mal à développer davantage. On tue parfois pour avoir chassé. Le but, c'est pas de tuer. Le but, ça n'est jamais de tuer. L'essence de ce qu'on a décrit dans le bouquin... Ça, c'est pas consensuel, du coup. Ça, c'est contestable, ça va dépendre des chasseurs. Mais par exemple, on a T-Rob dans le chat qui nous disait que pour lui, tuer est un des buts vraiment objectif ultime de la chasse, quoi. Donc, C'est le fait de la chasse. Et puis la deuxième chose, c'est que évidemment, on chasse pas pour se défendre du tout. Se défendre des animaux qui nous fonceraient dessus, les pigeons, les sangliers ou quoi d'autre. Ça, c'est pas du tout dans nos... mais ça, on sait, ça a été dit c'est vraiment la toute première phrase du débat. C'est Frédéric Tadei qui a rappelé cette chose-là. Donc, je sais pas pourquoi tu le répètes en fin de débat comme ça. Dans le monde de la chasse, ça veut rien dire du tout. Et troisième chose aussi, sur la question de la régulation, alors là, c'est quand même marrant parce que quand même un certain nombre de gens dans le monde de la chasse qui sont tombés dans le piège, que vous continuez de tendre là, puisque évidemment que le jour où il n'y aura plus besoin de régulation, évidemment on dira à la chasse, allez hop, à la poubelle. Et c'est précisément dans ce piège-là que nous, on veut pas tomber, que vous décrivez très bien, hein, et de façon très cohérente, etc. et tout, mais je reste quand même dans l'idée que votre éthique, elle descend du ciel. Et il y a rien. Qu'est-ce que ça veut dire, ma gueule? Votre éthique descend du ciel. Alors ça, mon pote, c'est vraiment parce que t'es sur CNews et en fin d'émission et qu'il y a 3 personnes, il y a 2 ou 3 personnes avec toi, que tu peux vraiment oser balancer ce genre d'affirmation sans te faire rentrer dedans, quoi. Rien à faire. Les gens existent. Je pense que Thomas Lepelche, il doit être encore une fois bien agacé au fond de lui. Vous avez des cultures à travers le monde partout. Et il y a une dernière chose aussi, c'est que la chasse, on chasse à peu près partout dans le monde. Et il y a quelques pays qui chassent pas, parce que religieuses, etc. et tout.
c'est un commun, alors qu'on a tellement de sujets de dissension. C'est un commun concret. C'est quelque chose de charnel. C'est pas des concepts abstraits d'universalistes, etc. et tout. C'est très concret. Moi, si je rencontre un chasseur américain demain, on va discuter de chasse, évidemment, mais on va tout de suite se connaître. J'arrive pas à comprendre à quel moment cette personne se dit ce que je suis en train de dire, ça justifie la position de la chasse. Ça, encore une fois, cet argument-là est compatible avec n'importe quel truc. Tu peux avoir un tueur en série d'humains qui demain va rencontrer un tueur en série dans un autre pays et ils vont se dire ah bah, toi aussi tu tues des gens. Ok, du coup ils vont très bien s'entendre, ils vont tout de suite bien se reconnaître, etc. À quel moment tu te dis en fait ce genre d'argument justifie ma position? Ça veut pas dire que c'est exclusif. Nous, on invite simplement. Venez avec nous. Mais Merci. Non, mais vraiment, venez Merci. Ce débat est terminé. Je vous remercie Merci tous les beaucoup. 4 d'y avoir participé. C'est le rappel des titres. Adrien Spiteri. Ok, ça se termine comme ça. Voilà pour ce débat. Merci Thomas d'avoir pris des coups pour l'équipe.